Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est donc avec Benoît Saint-Denis, on l'a refait comme ça, c'est la deuxième fois, les Ouais, gens savent pas. Et on est chez Chiron Solutions, de ton ami Alex SS qui nous prête ses locaux très sympa, très gentiment. Et donc pourquoi? Parce que c'est officiel, tu vas affronter Paddy Pimblett. Ça fait un moment que vous vous tourniez autour les deux prospects européens. Le 11 juillet pour l'International Fight Week, il sort d'un gros combat avec Justin Gaethje pour la ceinture intérimaire qu'il a perdu, mais grosse performance, gros guerrier. Mais qu'est-ce que tu penses de son niveau réel? Est-ce que ça t'a donné des indications de la performance contre Justin? Où est-ce que tu le vois, Paddy Pimblett? c'est un très bon combattant, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Il faut pas oublier que c'est un gars qui a commencé, une carrière professionnelle à 16 ou 17 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus un prospect, c'est vraiment un membre, du top 15 à l'UFC. Il l'a prouvé avec ce combat. Maintenant il a des gros points forts, mais des grosses lacunes aussi et on va tout mettre en place en tout cas pour pouvoir les exploiter au mieux. Et je pense que ça va être un bon combat parce que c'est un mec qui est guerrier. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est un crunch et un France-Angleterre qui me tient à cœur, que le meilleur gagne, mais la préparation va être dure et en conséquence, il y a des grands enjeux, pour, lui comme pour moi, donc c'est important de ramener la victoire. Et son combat contre Gaethje, t'en as pensé quoi? Parce que c'est un guerrier, c'est sûr, ça, c'est un peu le truc qui ressort, que tout le monde en a retenu parce que il est tombé, mais il s'est jamais couché, il est resté jusqu'à la fin du combat. Mais effectivement, debout, on a eu l'impression qu'il était un peu dépassé par Gaethje et il a pas su imposer sa lutte. Toi, tu fais du MMA total, évidemment, on va pas rentrer dans les game plans et tout ça, mais on a l'impression qu'effectivement, en termes de tu as plus un arsenal complet de compétences, mais qu'est-ce qui soit te fait peur chez lui ou en tout cas que où tu te dis: «C'est là où il est le plus dangereux», quand tu vois ce combat-là, par exemple, sa dernière performance? Là où j'ai du mal à vraiment noter, sa dernière performance, c'est l'état de forme de Guedji, parce que j'ai vu que Guedji avait je sais pas si Guedji était à 100 sur ce combat-là. Il m'a semblé, fortement affaibli après ses accélérations. Alors, est-ce que c'est parce que, les certains coups au corps lui ont vraiment fait mal? Parce que Paddy, a un style un peu imprévisible en striking. Offensivement, c'est un mec qui est dangereux parce les coups, viennent de trajectoires particulières. C'est un mec qui vient du MMA vraiment, Paddy aussi, donc c'est un mec qui a un arsenal assez complet, qui est opportuniste au sol comme debout, qui profite du fait que ce soit des mitaines, qu'il y ait ce mélange-là. Même si son striking, il est très peu orthodoxe, c'est un striking qui peut être dangereux, avec ses types, ses crochets larges, ses trajectoires particulières. Hem, donc moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il a montré que au sol, Gaethje sentait une menace suffisante pour pas avoir envie de prolonger trop les échanges au sol. Par contre, en lutte, il a été clairement dominé par Gaethje et debout, dans la boîte, ça a été compliqué aussi pour lui. Donc voilà, il faut se méfier, c'est un bon combattant, que je sous-estime pas. C'est une erreur que j'ai déjà fait en carrière, et qui me réarrivera pas. Je vais pas sous-estimer un adversaire, quel qu'il soit et s'il est là aujourd'hui, c'est pour une raison donc maintenant j'ai hâte de prouver que je suis meilleur que lui et vice versa donc ça va être une belle confrontation. Et tu n'as pas peur d'aller au sol avec Paddy Pimblett? Non, 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 aujourd'hui, mon style et mon ADN fait que j'ai peur d'aller au sol avec personne, en tout cas, avec les règles du MMA. Je je, je m'entraîne dur avec des mecs de très haut niveau au sol et voilà. Clairement, c'est pas son sol qui me préoccupe le plus. Et là, sur, les derniers mois, donc tu étais pressenti pour on t'a proposé de combattre à la Maison Blanche contre Michael Chandler. Ça faisait un peu court et c'était marrant parce qu'on en parlait du coup avec Laura du fait que, parce que je lui disais: «Bah, en gros, je vais te parler du fait que tu as pris un peu de repos pour revenir encore plus fort et tout ça» et du coup, elle me répondait: «Attends, 2 mois et demi, du coup, tu appelles ça du repos?» en rigolant quoi, mais parce que, c'est vrai qu'au final, tu as fait 10 mois où tu as fait 4 combats, 4 victoires, où tu as enchaîné de fou. Et un peu dans ma tête, j'étais en mode: «Bah oui, si du coup il ne prend pas la Maison Blanche pour prendre un petit peu plus de repos, c'est que là, il aura vraiment eu le temps de se remettre». Mais en fait, ça reste quand même assez court malgré tout. Est-ce que tu as quand même eu le temps de te remettre un petit peu et de te recharger les batteries? Alors ouais, mon corps, avait besoin de récupérer un petit peu, après, cet enchaînement de combats. Déjà après Dariush, on pensait être en vacances, il a fallu se remettre,
se remettre dedans, se remettre dans une prépa supplémentaire. Après, je vais pas en parler, je vais pas m'étaler dessus, mais comme tous les combattants, quand il y a une accumulation de prépa, de cutting, de choses, qui sont mis en place, de camps d'entraînement, il y a des problèmes de santé, ou des pépins physiques qui peuvent, arriver en parallèle. D'ailleurs, on l'a vu là même, ce week-end là, il y a eu, Khamzat, qui a eu, des problèmes lui au niveau, peut-être du poids en général, et Strickland qui est arrivé avec une épaule, en vrac. Donc, les pépins et la difficulté de combattre à très haut niveau avec des gros enjeux médiatiques, c'est à la fois d'être capable de satisfaire, l'ensemble des partenaires, donc d'avoir une présence et une visibilité, heu nécessaire, financièrement parlant, et puis, par respect pour l'investissement, dans ma carrière qui est mise par l'ensemble de mes, sponsors et partenaires. Mais aussi, être capable de vraiment, avoir la tête dans le guidon, s'entraîner, être concentré et focus sur une seule et unique tâche, c'est de remporter la victoire, d'appliquer un game plan, d'être capable de subir un gros volume d'entraînement avec, une certaine intensité. Et bah, quand ça s'accumule comme ça, des fois, il arrive que, bah, le corps ait du mal à suivre. Donc j'avais vraiment besoin de ce repos, on l'a pris, et puis là, on a surtout on n'avait pas fermé la porte totalement, mais on a eu une belle opportunité, qui est arrivée quasiment en même temps, et qui est l'International Fight Week contre Pimblet. Donc hem, j'avoue que ce côté crunch, m'a un peu plus excité. Et j'aime toujours viser le plus haut possible dans le classement, donc ça a toujours été ma mentalité, ma façon de faire, et c'est le cas, donc je suis heureux avec ça. Mais et parce que lorsque par exemple, après le combat contre Dan Hooker, c'est comment physiquement? En fait, c'est même nerveusement? C'est en fait, est-ce que tu pourrais décrire un peu comment t'es dans le sens où c'est au jour le jour, t'as plus de mal à te lever, t'as plus de mal, tu plus tellement là? Comment ça se manifeste, en fait? Non, 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 là, j'avais des problèmes de santé, avant, pendant et après le combat, et ça a duré un petit peu de OK. temps, et donc voilà, fallait, on a tout fait pour que ça «passe ou ça casse» entre guillemets. Hem, Ça a payé, on a bien fait notre travail. D'ailleurs, ce combat, du coup, j'en suis très fier du résultat parce que c'était dans des conditions vraiment difficiles. Mais mais après, il fallait, clairement, on s'était dit avec l'équipe, on répare un peu la machine, on se remet au vert sur, plein de paramètres pour pouvoir repartir de plus belle. Et d'ailleurs, on sait que tu as une condition physique qui est, à moins de staphylocoque, qui est toujours parfaite et d'ailleurs c'est pour ça, c'est avec l'intensité que tu mets que tu arrives à chaque fois à dépasser tout le monde et il me semble qu'en plus du coup tu lances une application BSD méthode pour la prépa physique, il me semble? Ouais, ouais, alors, je te remercie d'en parler. Ça, c'est un projet qui m'a beaucoup tenu à cœur, hem, parce que ça permet aussi de récompenser, l'ensemble de l'intellectualisation de cette facette-là. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné, parce que j'ai commencé ma carrière en étant dans les forces spéciales, en tant que militaire, et être prêt physiquement à s'adapter à des challenges ou à des tâches, compliquées et difficiles, ça a toujours été un truc qui m'a intéressé. La préparation physique, c'est un des outils, qui permet, de répondre à cette demande-là, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est un monde, le fitness qui passionne, énormément de monde, et donc moi, je voulais donner mon approche, pour être le plus performant possible, le plus près possible, et donc voilà, c'est un projet qu'on a monté avec, un associé et avec, Fabien Berenguel, mon préparateur OK, physique, ouais. et on en est aujourd'hui très fiers parce qu'on propose, quelque chose qui est quand même complet et qui s'approche vraiment de ce que moi je fais de manière, enfin, semaine après semaine. Ouais, Donc je sais plus c'est quoi l'expression hebdomadaire? ouais, Pour les semaines après semaines. Donc ouais. c'est quelque chose que je fais de manière oh putain, Ouais, il est pas évident, hein? Ouais. Hebdo? hebdomadaire. Ouais. Ouais. On dirait pareil. Oui, oh là, je suis un ouf. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que je fais de manière hebdomadaire Ouais. pour être performant, et voilà, donc on est fiers d'avoir lancé cette appli, avec mes associés et Fabien, Ouais. Non. et donc l'application s'appelle du coup BSD Méthode. Ouais, bah, puis j'imagine qu'il se trouve sur l'App Store, sur, c'est quoi déjà quand c'est pas l'App Store? Google Play Store? Play Store? Ouais, donc j'imagine qu'elle se trouve partout de toute façon, Ouais, ouais. l'application est sur Play Store et facilement, retrouvable sur internet. Et puis Fabien Berenguel en plus qui donc était aussi préparateur physique à l'Aviron Bayonnais si je ne m'abuse? Il Il est s'occupe toujours? Ouais. des espoirs à l'Aviron Bayonnais, il s'occupe il a de plus en plus de monde aussi, il a un golfeur, il a de haut niveau, il a pas mal de monde,
Maintenant aussi dans les sports de combat, voilà, il continue, c'est un passionné, donc il lâchera pas l'affaire, et il me lâche pas non plus, voilà, bah, j'ai intérêt à être prêt, physiquement parce que, je m'entraîne dur pour ça aussi. Bon, bah, magnifique et pour revenir sur Paddy un petit peu, déjà, est-ce que tu as vu ou pas la vidéo qui est passée, mais qui est terrible, où il est avec un influenceur, je crois et en gros, il prend des coups, mais il prend des bons coups en striking et après il fait du MMA et du coup, bah, évidemment, là, il le plie. Mais enfin, est-ce que toi, ça t'est arrivé? Comment tu gères quand tu es avec des influenceurs ou des gens qui s tu sais que c'est devant la caméra, donc forcément, tu es obligé de pas y aller très fort, mais en même temps, si le mec te touche, enfin, ça t'est déjà arrivé une situation comme ça? Parce que là, ça lui joue des tours un petit peu, les gens commencent à lui dire: «Putain, si tu prends des coups par tel ou tel, comment ça va se passer?» Non, mais après, tu sais, on est dans un monde aujourd'hui où la performance, elle est accessible, et comment dire, ça, l'ultra performance pour quelqu'un qui a de l'argent, on le voit avec Jake Paul. En réalité, Jake Paul, tout le monde, a blablaté sur lui, mais c'est un très, très bon boxeur. Ah Il a une oui. vraie boxe anglaise. Les gens se rendent pas compte que quand tu as de l'argent, que tu es motivé, en plus lui aussi qui boit des biberons particuliers. Donc en gros, il a le moyen d'avoir un staff professionnel comme là, un top, heavyweight, mondial. C'est un mec qui aime la bagarre, qui a du mental. Donc le gars, bah, et c'est pas du jour au lendemain, mais en 4 5 ans, c'est devenu un vrai, boxeur légitime en boxe anglaise, et c'est vraiment aujourd'hui, je pense, un top 100 mondial dans sa catégorie de poids, donc belle progression en 5 ans, mais aussi parce que le gars s'est donné les moyens, d'être à ce niveau-là. Alors bien sûr, pour être à ce niveau-là, il faut avoir aussi un mental particulier, mais lui, en l'occurrence là, plus que son frère, donc c'est pas non plus à donner à tout le monde, hein, même famille, mais lui, bien meilleur que son frère en boxe anglaise. Ouais. Mais voilà, lui d'ailleurs l'a bien appliqué, il rentre bien le menton, il a des bonnes attitudes. C'est un vrai mec dangereux, et c'est pas par hasard qu'il a mis des KO à des mecs, ou fait des combats durs contre des mecs comme Tyron Woodley, qui même si Woodley, son point fort n'a jamais été la boxe, bah, faut pas oublier que quand tu es un combattant de MMA, tu divises ton temps par 3, voire, plus, parce que quand tu as une spécialité et que tu gagnes avec ça, il faut d'autant plus la travailler. Parce que si tu gagnes avec la lutte, je pense que Khabib luttait beaucoup plus qu'il ne faisait Ouais, du striking. striking. Mmh. Et vice versa, Anderson Silva devait faire bien plus de striking que de lutte offensif. Donc tu gagnes aussi avec tes points forts. Donc voilà, aujourd'hui, on le voit même dans le monde du fitness, les influenceurs qui ont un peu de mental, lorsqu'ils s'investissent pleinement, avec des moyens, ils ont les moyens de rapidement, en quelques années, atteindre un bon niveau, un niveau décent, un niveau régional, voire national, dans plein Plein de de disciplines disciplines possibles. possibles. Et si jamais il y a un influenceur qui vient, qui fait une vidéo YouTube avec toi, qui se part et qui va un peu trop fort, comment tu Non, gères le moi, truc? si c'est un vrai influenceur boxe, c'est-à-dire que c'est un vrai boxeur, je boxerai avec lui. Ouais. Mais j'ai aucun problème avec ça. Je boxe avec des tops mondiaux, de la boxe, donc j'ai aucun problème à boxer. Par contre, d'ailleurs, légitimement, je vais demander à ce qu'il ait un certain niveau, hormis si, je vais m'adapter. De toute manière, il faut être intelligent. J'ai déjà boxé Ouais. avec des Tu mecs vas pas le punir, qui quoi. ont peu de Ouais. boxe. Ça m'est déjà arrivé là, récemment. Thibaut, lorsqu'il avait encore, assez peu de bagages techniques, aujourd'hui il s'est bien amélioré. Hem, Avec Riyad aussi, on a fait une vidéo ensemble, où lui pareil, c'est, vraiment, un niveau débutant. Bah, je m'adapte, il faut s'adapter, il faut être intelligent. Ouais. Et là, le top de la catégorie, ça y est, maintenant tu y es. Donc tu es 5e mondial. Devant toi, il y a que des tueurs à gages. Là, tu vas affronter Paddy Pimblett. De toute façon, tout le monde te connaît déjà dans le monde du MMA aux États-Unis parce que tu finis tout le monde et que, bah, donc tu es forcément connu parce que les gens t'apprécient, les fans t'apprécient. Là, tu entres dans le dernier carré. Ilia Topuria, on a l'impression que lui, de toute façon, une fois que s'il Baguedji, on a l'impression qu'il va monter. À partir de maintenant, ça se passe comment? Comment est-ce que vous allez gérer, du coup, bah, avec, Guillaume Pétier, avec ton management, sachant que là, chaque combat est crucial. Là, tu vas affronter Paddy Pimblett, c'est un des gars qui est les plus en vue, qui est les plus connus. Comment est-ce que vous gérez à partir de maintenant? Bah, aujourd'hui, tu sais, l'UFC, c'est à la fois un business, médiatique, mais aussi, il y a des enjeux sportifs qui sont en réalité assez cohérents avec, le classement. Donc il faut continuer à combattre et gagner, tout simplement, et bien entendu, il faut, à un moment donné, être mis à l'épreuve et affronter des tops pour pouvoir, vraiment se frotter à ce qui se fait de mieux et monter dans les classements, et puis,
mériter ta place pour la ceinture si c'est réellement ton objectif. Il faut être réaliste, si tu veux aller à la ceinture, il faut taper, de plus en plus haut dans le panier. Donc, nous, c'est l'objectif, c'est ce qui est mis en place depuis pas mal de temps maintenant. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, il y a eu des ajustements qui ont été réalisés. Aujourd'hui, je suis très fier de tout ce qui est mis en place et j'ai hâte de continuer à, voilà, à montrer ça et à montrer des bonnes choses et voilà, aller chercher, victoire après victoire, aller chercher cette ceinture. Ouais, vous avez pas de plan prédéfini sur des noms ou quoi? parce que là, du coup, il y a, s'il y a pas, donc ça fait Gaethje, Arman, Charles Oliveira, Max Holloway. Vous avez pas forcément de plan précis de mecs que vous allez chercher, vous prendrez ceux qui viennent et ceux qui se présenteront. Moi, j'ai toujours demandé à Guillaume d'aller chercher ce qu'il y a de plus haut. Donc, à chaque fois, je lui demande la même chose. Si je pouvais prendre Arman, j'aurais pris Arman. C'était l'objectif, c'était de pouvoir prendre Arman. Voilà, le problème, c'est que tu choisis pas en réalité avec Ouais. l'UFC. C'est-à-dire que l'UFC, ils regardent qui a combattu récemment, ils font des propositions. Si le mec dit non, bah, il dit non. Et la problématique, c'est que quand tu es derrière au classement, tu as rarement le poids pour pouvoir trop appuyer dessus. Et après, des légendes comme Max Holloway, comme Charles Oliveira, des mecs que je veux vraiment affronter, ou même qu'aujourd'hui Arman, qui est une superstar également, hem, ou Ilia ou Justin, c'est des mecs qui ont quand même du poids, qui ont beaucoup de poids et qui combattent peu. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils, ils veulent être, le mieux préparés possible à chaque combat, à chaque, opportunité. Ça, je l'ai compris moi avec le temps, avec le temps qui s'engrange, qui passe. C'est que trop d'activité peut te tuer aussi, on l'a vu avec Merab. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, la vie de combattant, c'est pas uniquement combattre et s'entraîner. Heu, c'est ça dans un premier temps. Dans la première partie de ta carrière, j'invite tous les jeunes à se focaliser là-dessus, parce que tant que tu as pas, 10 combats, sur ton Tapology ou ton Sherdog, en fait, tu es personne dans le milieu. Donc, faire de la com avant, tu peux te cramer les ailes, trop vite. Mais arriver jusqu'à être dans un top 200 mondial, une fois que tu es dans le top 200 mondial, là, tu vas avoir naturellement, en fonction de tes résultats, des partenaires. Tu vas avoir, des enjeux, géopolitiques, économiques, qui sont autres que ceux auxquels tu es, confronté en début de carrière et tout ça, il faut l'apprivoiser au fur et à mesure du temps et donc une préparation de combat demande plus de temps parce que, il y a des fois des obligations auxquelles il faut répondre, en parallèle et quand tu fais les 2 à la fois, tu peux te perdre un peu et ça peut être compliqué. Donc il faut prendre son temps pour être le plus performant possible et je pense que vraiment les top combattants comme Holloway et Oliveira, à chaque fois qu'on les voit faire une sortie, ils sont prêts. Comment tu vois le combat se passer, Ilia contre Gaethje? Ilia contre Gaethje, bah, je suis curieux. Je pense que c'est un combat qui est plus serré que ce que les gens pensent. Ouais. Maintenant, je pense qu'Ilia a plus de fraîcheur. Je pense qu'il a un coup d'œil un peu plus développé, qu'il a vraiment montré des bons timings en boxe. Heu, Gaethje est un peu plus en dents de scie au niveau aussi du Gaethje, on a vu, des fois des prestations incroyables. Alors, je pense que c'est un mec un peu foufou Gaethje. Donc, ses camps d'entraînement, la qualité de ses camps d'entraînement, je pense, de plein de paramètres, diffère en fonction de plein de choses et donc, je pense il y a aussi cet aléa de quel Gaethje on aura contre Ilia. Mais je pense que même le meilleur Gaethje, possible, c'est un combat dur pour lui de battre Ilia. Maintenant, ça va être, je pense, un bon combat parce que les 2 aiment utiliser les points, les 2 aiment la mi-distance et voilà, les 2 ont quand même, du knockout power, hein, donc ça va être un beau fight. Et c'est donc Ilia, le plan visiblement, c'est Gaethje et s'il le bat ensuite de monter en welterweight pour affronter Makhachev. Il fait 1,70 m je crois, Ilia Topuria et il me semble que son poids naturel, c'est aux alentours de 82 kilos, quelque chose comme ça. Donc je crois qu'Islam, il est à 90, un truc comme ça. Est-ce que tu lui donnes de vraies chances si Ilia monte en welterweight, d'avoir du succès contre Makhachev? En fait, là, je t'aurais dit oui il y a 1 an ou 1 an et demi. Maintenant, je pense que Makhachev est devenu un vrai welterweight. Ouais. C'est-à-dire que Makhachev a toujours été un très, très gros léger. Tout le temps, je pense, en déficit calorique, ça a toujours été dur, mais très, très bon, hein, mais toujours sur le fil pour pouvoir, faire le poids et être le plus performant possible. D'ailleurs, ça lui a déjà joué des tours en lightweight. On a déjà vu des, performances de Makhachev un petit peu, moins bonnes que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai welterweight, Makhachev. Il a la taille et le gabarit pour l'être. Heu, je pense que ça serait dur pour Ilia.
tout cas Ilia, il va falloir vraiment qu'il fasse une préparation longue, et fastidieuse pour arriver, à mettre, l'ensemble de sa panoplie, 7 kilogrammes plus haut que ce qu'il est actuellement. Parce que le gap, il est quand même, important entre lightweight et welterweight. Il y a 7 kilogrammes d'écart. Donc, c'est 10 du poids de corps, donc c'est quand même important. Hem, Maintenant, voilà, c'est quand même un ancien lightweight. C'est pas un très gros welterweight, ça sera jamais le plus gros c'est pas un, je sais plus comment il s'appelle là, le mec de l'Équateur là, Morales? Morales, qui Ouais. est un très, très gros, welter que j'ai vu à New York. J'ai vu des très, très gros welters. C'est pas un très, très gros welter, Makhachev. Et d'ailleurs, je pense que, clairement, Morales serait un combat bien plus dur pour, Topuria que Makhachev, parce que pour le coup, là, il a un striker d'une KT et demie au-dessus. Il est très dangereux aussi. Donc je pense que s'il monte, ça sera uniquement pour Makhachev, mais qu'aujourd'hui Makhachev a quand même un temps d'avance, sur pas mal de paramètres, notamment le fait qu'il commence à engranger une vraie expérience de très haut niveau en welterweight. Bah, ouais, puis parce que ouais, et puis j'allais dire aussi, en plus, comme c'est un gaucher et qui envoie énormément de kicks, Makhachev, ça peut être un style. C'est pour ça que Prates, pour moi, c'était pareil, c'était probablement un des pires styles pour Topuria. Mais toi aussi, tu es gaucher et toi aussi, tu kicks. Le problème, c'est que là, du coup, j'avais envie de te demander si jamais, donc vu que Topuria va monter, et que peut-être vous affronterez pas, comment est-ce que tu aurais essayé de le battre? Mais du coup, ben, vu que s'il redescend peut-être après Makhachev, c'est peut-être possible que vous vous rencontriez. Je te la pose, mais libre à toi de me dire: «En vrai, on va se garder ça». Mais comment est-ce que tu aurais essayé de le battre ou qu'est-ce que tu as vu chez Topuria où tu te serais dit: «Il y a moyen»? Alors ça, c'est surprise, Ouais. j'aime pas prédire l'avenir, mais clairement, c'est un combat que j'ai vraiment envie de faire, mais il faut le mériter. Comme je l'ai dit, ça je l'ai toujours dit en interview, voilà, il faut mériter, ta place contre le champion. Mon combat numéro un, ça reste quand même Makhachev, c'est toujours été le combat. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est le mec que j'ai vu, champion de ma caté le plus longtemps. Maintenant Ilia, aujourd'hui, c'est lui le champion et j'ai envie vraiment de l'affronter. Donc genre, peu importe qui aura le trône, de la KT, c'est mon objectif. Maintenant, il faut le mériter, donc pour ça, il va falloir être encore performant. Tu te vois remonter en welterweight enfin, monter en welterweight après, genre faire une prise de masse vers la fin, dans quelques années? C'est un truc où tu penses que la carcasse serait là ou? Je pense que c'est possible, mais hem, pour l'instant, j'ai pas encore la légitimité de discuter. Moi, c'est pareil, les mecs, je trouve, ils discutent trop de montée ou de descente de poids alors qu'ils sont pas encore, déjà essaye de gagner ta catégorie de poids, et puis après, essaye de la déjà pour moi, il faut au moins la défendre une ou 2 fois Ouais. avant de commencer à parler, d'autre chose. Et sur, le retour de Conor McGregor, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un mec, dès qu'il arrive en plus, il sera sur ta carte en plus, normalement. Dès qu'il arrive, ça fait des yeux partout. Là, en plus, vous risquez d'être en co-main event, hein, je pense, parce que c'est un combat que tout le monde va attendre. Comment est-ce que tu vois Conor McGregor? Parce qu'il apporte, mais une exposition médiatique de malade mental. Les gens vont connaître ton nom 10 fois plus grâce à lui aussi. Il trash talk beaucoup, mais là, il revient après 4 ou 5 ans d'absence. Conor, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Conor McGregor? Ah, Conor, c'est, la superstar du MMA, mondial. Maintenant, il a fait faire beaucoup, beaucoup attendre ses fans. Hem, donc le jour où il sera annoncé, où on le verra en affiche, où on le verra, Dans la faire le cage, ouais. poids et en tout cas, faire des apparitions médiatiques en forme. Il a l'air d'être en forme. Il a l'air d'être revenu en forme du peu que j'ai vu, sur les réseaux. Hem, donc moi je crois, potentiellement à sa présence et bien entendu ce sera un privilège et un honneur d'être là, sur une carte comme ça. Parce que c'est un mec qui a fait, bouger, les lignes du MMA mondial, au même titre que plein d'autres gars. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir, un petit peu, voir un peu les gens qui ont fait ce sport aussi. Et il y a le fait qu'il a l'air de s'être un peu perdu. Tu sais, le au début de sa carrière, il était mais ultra, ultra, concentré et il y a même des phrases de lui qui sont, je sais plus exactement ce que c'est, mais «Faire la fête, c'est un poison pour l'âme, il faut rester toujours concentré». Maintenant, bon, bah, il prend des trucs dans tous les sens, il fait la fête partout. Il a un mode de vie qui, en tout cas jusqu'à il y a peu, était un peu, c'était un peu dégénéré. Comment est-ce que toi tu fais? Bah, j'imagine la vie de famille doit aider parce que tu es beaucoup plus stable, mais
qu'est-ce que tu penses du fait que c'était ça Conor au début? Quelqu'un qui est, bah, comme tu l'es maintenant, genre ultra déterminé, concentré, il fait tout bien et cetera et à un moment donné avec l'argent, les opportunités et cetera, il a un peu vrillé. Comment est-ce que tu analyses ça? Et j'ai déjà ma petite idée, mais comment est-ce que tu feras pour que ça ne t'arrive pas? Alors je pense qu'on est 2 personnes très différentes et après je pense que c'est un gars qui vient, du RSA irlandais à la base, hem et qui du jour au lendemain s'est retrouvé, je pense que c'est pas une, c'est compliqué de faire, la moindre comparaison, parce que c'est le mec qui a le plus explosé dans ce sport, je pense financièrement et médiatiquement parlant, dans tous les sens du terme. Au moment où l'UFC explose, il explose avec, Conor McGregor. C'est un peu à l'image, un peu d'un des premiers grands trash talkers, de l'époque, en anglaise qui était Mohamed Ali. C'est un peu le Mohamed Ali du MMA, Conor, donc il y a pas de comparaison possible. Il aura marqué, de son empreinte ce sport à sa manière et maintenant sa vie et la manière dont il va la terminer, bah, je lui souhaite que ça soit plus simple que que celle de Mohamed Ali, mais en tout cas, il aura inspiré beaucoup de monde et il aura créé sa marqué en tout cas de son empreinte, quelle qu'elle soit, enfin déjà on en connaît une grande partie, mais son sport. Et on te le souhaite et il y a des chances que ça en tout cas, bon, il y a des chances que tu sois très, très, très bien financièrement dans quelques années, mais millionnaire, on espère aussi. Est-ce qu'il y a une chance quel est le pourcentage de chances que Benoît Saint-Denis, une fois millionnaire, tombe dans la Je pense très peu parce que, enfin même, ouais, faut jamais dire jamais, mais je vais dire 0 dans le sens où, hem, j'ai le bonheur d'avoir la foi, j'ai le bonheur d'avoir une vie de famille, équilibrée, d'avoir une femme aimante, des enfants, une famille aimante. Donc voilà, je travaille j'évolue aussi avec une team, avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. Je me régale dans ce que je fais. Bien sûr, tu as les di il y a les difficultés de la lumière, et l'exposition, que représente ce sport et ce niveau-là de la compétition et mais sinon, hormis ça, même les partenaires avec lesquels je travaille, hem, je suis assez fier de travailler avec eux dans l'ensemble donc voilà. donc très peu de chance. Ouais. Bon, bah, c'est pas plus mal. Tant mieux pour nous et sur bah, il y a aussi le fait que là, dans le top 15 lightweight maintenant, on a 2 Français, toi et Fares Ziam et ça, c'est mais quel kiff quand même avec Fares qui enchaîne les performances. Lui-même, il est sur une série incroyable de victoires. Là, qu'est-ce que ça te fait de dire, bah, 2 Français dans la catégorie qui est peut-être la plus relevée de l'UFC, en tout cas au moins une des 3 les plus relevées avec peut-être celle d'en dessous et celle d'au-dessus? Qu'est-ce que ça te fait de te dire: «Les Français ont quadrillé le game»? Bah, c'est un plaisir parce que moi, Fares, je l'ai vu énormément évoluer sportivement parlant. Vous êtes entraînés ensemble en On plus, s'est ouais? entraîné très longtemps ensemble, on a été enfin très longtemps, pendant toute la partie où il était dans la Bulgarian Top Team, même après on a fait des préparations, des camps ensemble. Hem, Fares, je l'ai vu beaucoup évoluer en tant qu'homme et en tant que sportif et je m'en suis même inspiré parce que c'est un des Français les plus jeunes à être entré, au sein de l'UFC. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, en 2019, Fares, il signe à l'UFC. Ouais, c'est vrai. Donc je l'ai toujours suivi, attentivement, parce que c'est voilà, c'est un bel exemple de réussite, il est arrivé ultra jeune et il a énormément évolué aussi sportivement parlant. Aujourd'hui dans l'octogone, c'est devenu un combattant redoutable. Et bah, c'est normal et je crois que c'est ce qu'il disait aussi, mais si à un moment donné, pour le titre ou quoi, il faut que vous affrontiez, tu le feras aussi? On s'est toujours dit qu'on s'affronterait jamais, maintenant effectivement on a le même rêve. On est tous les 2 des grands compétiteurs donc si un de nous 2 prend la ceinture et sur le chemin de l'autre, c'est normal, ça serait se mentir à soi-même, de son côté comme du bien, de dire que ça peut jamais arriver. Maintenant, je pense qu'on n'est pas beaucoup de lightweight à ce niveau-là, en France et donc c'est un plaisir de pouvoir pas de mettre les gants un maximum de fois ensemble, que ce soit avec lui ou avec d'autres top 70 kilos comme, Saladin ou Amin Ayoub, Mansour Barnaoui. Voilà, on a quand même des grands talents aussi dans cette catégorie et en 77 et 66 également. Donc plus on peut s'entraîner ensemble et se tirer vers le haut, mieux c'est. Et bah, j'en profite, hein, mais est-ce que tu peux me confirmer, toi qui l'as beaucoup plus connu, que Fares Ziam, nous en tout cas depuis qu'on a commencé la sueur, c'est un des mecs mais les plus en or qu'on ait jamais rencontré? Est-ce qu'il est comme ça en vrai de vrai quand tu le Toi côtoies au au quotidien quotidien aussi? aussi? Ouais, bah, oui, c'est un mec, gentil Mais c'est avec, incroyable, hein. c'est un mec très gentil, avec une bonne joie de vivre
Et voilà, il est aussi père de famille, il a sa famille, sa femme, il s'en occupe bien. Il est avec sa team, tout comme moi, il a une, une grande fidélité envers sa team, un peu «originale» entre guillemets, originelle pardon et voilà et c'est un bosseur aussi donc comme, d'ailleurs, un autre exemple, c'est Salah, hein. Salah, énormément d'humilité aussi, gros bosseur. Heu, de toute manière, tous les combattants, les meilleurs combattants que je côtoie et que j'ai le bonheur de côtoyer, c'est des mecs en général qui ont un profil, avec une certaine intelligence et une grande humilité. Nassour, c'est la même chose. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir s'entraîner ensemble. Youssef, là, je sors d'un entraînement, j'étais avec Youssef. Youssef, c'est pareil. Tous les grands combattants, que je peux côtoyer, même, j'en ai un à Bayonne, qui vient plus du monde du pied-point, du Glory, Stéphane Suspirigui. Lui, c'est pareil, un mec avec énormément d'humilité, très simple, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir côtoyer ces gens-là. Et ça, c'est un truc qui est important pour toi et dans le sens, c'est des gens si jamais c'est des gens qui ont des comportements un peu toxiques ou qui sont un peu enfin, où leur attitude fait que même s'ils sont très compétents, bah, ça pourrait être un peu galère au quotidien. Ça, du coup, maintenant, tu es entouré quasiment que de gens où, enfin, j'allais dire je me calme sur Fares, j'allais dire des Fares, mais c'est en gros, ouais, tu as besoin de cet environnement-là aussi maintenant pour être sûr que, tout se passe bien parfaitement Bah, en il faut de tout. C'est bien aussi des fois d'avoir des sparring que tu connais pas, des mecs, faire venir des gars. Mais tu vois, même, là récemment, j'ai pas mal sparé avec, Joel Alvarez, ouais. et pareil, c'est un très bon gars. C'est un mec, assez simple, par contre dur. Il y a différentes duretés. Ça a aucun rapport avec la dureté en sparring. Il y a des mecs qui sont plus légers, plus dans le jeu. Il y a des mecs qui sont plus durs, au niveau de l'intensité. Mais, tous ces mecs-là qui sont des mecs de très haut niveau, sont des mecs en général, qui ont pas mal les pieds sur terre, avec pas mal d'humilité et qui aiment le travail, travailler, s'entraîner. Donc ils sont assez disciplinés, hein. Hem, donc oui, oui, c'est un bonheur pour moi d'être entouré, d'un maximum de personnes comme ça. On va tous dans la même direction. Cyril qui va affronter, qui va affronter Alex Pereira pour, la ceinture intérimaire chez les poids lourds. Quelle chance tu lui donnes et comment est-ce que tu penses que ça peut se passer? Moi, je pense que, Cyril, c'est un très bon combat pour lui, pour la simple et bonne raison que Pereira, à la base, c'est un poids moyen qui est monté de KT. Donc on va dire que naturellement, peut-être c'est plus un poids lourd léger parce que c'était un très gros poids moyen, mais, hem alors c'est des mitaines, donc ça peut aller très vite. Mais je pense que Cyril, c'est un vrai poids lourd avec la mobilité, les déplacements, beaucoup de finesse pour son poids. C'est un mec qui a toujours évolué autour des 115 kilos, je pense, quasiment toute sa carrière. C'est un mec qui est athlétique, Cyril. C'est un poids lourd naturel tout simplement, Ouais. chose que n'est pas Pereira. Donc voilà, combat intéressant, mais je pense que c'est un bon combat pour Cyril et on va voir en tout cas un très beau combat et je pense que c'est un combat qui peut finir très vite parce que, il y en a un qui est très agressif, qui a les pieds vachement, des fois un peu «à plat» entre guillemets, donc ça va être un combat intéressant. Et pour Nassour, sa situation, là, il me reste 2 questions. Qu'est-ce que tu en penses sur le fait que, bah, tu l'as dit, c'est un sport business et là, il est dans une situation, Nassourdine, où il fait tout ce qu'il faut sportivement, mais comme c'est pas un trash talker et comme, il fait pas de trucs dans le divertissement en rajoutant, ben, il est à chaque fois un peu repoussé dans les combats pour le titre. C'est comme ça, c'est le jeu, mais qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Et est-ce que tu es en mode, ben, soit il faut parler plus ou quoi? Ou comment est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses de sa situation? Non, je pense que comme je disais, c'est 50 business, 50 sportif. Mais la part du sportif, c'est peut-être même 51 sportif quand même, parce que si tu es pas performant, que tu gagnes pas, Ouais. tu auras aucune opportunité. Donc, il faut quand même gagner pour avoir ces opportunités. Je pense que Nassour, il est pas loin de se créer quand même son opportunité pour le titre. Hem, je pense que moins il en parlera, elle est naturelle, elle est là. Donc moins on en fera, tout un plus on en parle, plus on risque de casser un peu le truc, j'ai l'impression. Je pense qu'il l'a mérité sportivement Sûr. et que, son humilité, et son côté, fermé et son style aussi, un petit peu ce côté, expressif avec la boxe et son passif aussi qu'il a avec Strickland, pourrait lui donner, vraiment l'opportunité d'aller chercher sa revanche et aujourd'hui, honnêtement, moi, je pense que Nassour
pour m'entraîner régulièrement avec lui, c'est aujourd'hui, je pense, le meilleur poids moyen au monde. Je le pense vraiment et je le pensais déjà, quand c'était Khamzat qui était champion. Je pense vraiment qu'il avait un style qui peut poser encore plus de problématiques qu'a posé, Strickland, à Khamzat, surtout le Khamzat qu'on a vu, ce week-end. Donc voilà, j'ai hâte de voir, Nassour, se battre pour la ceinture et si, peu importe ce qui se passera, en tout cas, j'ai hâte de le revoir combattre rapidement et de le revoir combattre, si possible pour cette ceinture des poids moyens. Et dernière question justement sur ce combat-là entre Strickland et Khamzat. Là, en étant dans le côté alors il l'a mérité aussi d'une certaine manière sportivement parce qu'il avait battu Nassour en short notice, qu'il avait gagné, contre, Alexander Hernandez. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, du fait que c'est parce qu'ils ont fait du trash talk, mais bah, tu as dû peut-être le voir, c'est allé super loin, mais que ça a fait des chiffres de malade, que Paramount est content, que l'UFC est content. Ça, t'en penses quoi de ce côté-là de est-ce que tu as peur que ça peut-être ça aille trop loin un jour, où on l'a déjà vu avec Conor et donc ça dépend des combats, mais de ce genre de situation-là? Alors, oui, c'est gênant parce que moi, c'est un côté que j'aime pas et qui fait un petit peu des fois parler, mal parler, qui donne une mauvaise image de ce sport pour les jeunes, pour les parents, pour, les partenaires, les sponsors, on est loin de l'image des fois que peut avoir, un sport comme le polo ou le tennis, mais après ça reste comme les sports de combat, donc c'est un sport qui est très populaire aussi. Ça fait partie du jeu. Maintenant, comme je le disais, c'est peut-être 49 business, 51 sportif. Il y a quand même, c'était pas non plus un combat qui était, à 100 déconnant, même si pour moi, Nassour était plus légitime, mais on n'est pas non plus dans du n'importe quoi. Heu, Tant qu'on reste qu'il y a quand même une certaine, légitimité, qu'il y a un certain, u une certaine vérité, à donner, de l'apport au mérite et au vainqueur et à celui qui est le plus, méritant à aller, au combat. Je trouve qu'on reste quand même, respectueux de ce sport. On l'a vu, il y a des profils comme Demian Maia, très humble, très simple. Il a mis, 11 combats pour avoir un title shot. Il a fallu qu'il gagne 11 fois de suite pour avoir son title shot en welterweight contre Tyron Woodley, qui a été, je crois, le combat avec, le plus de tentatives de takedown loupé. C'était en gros un grappleur contre un lutteur, striker. Mais, moi j'ai adoré ce combat parce que c'était un combat, plein d'enseignements. Mais effectivement, c'est le combat qu'ils voulaient pas faire parce que, bah, ce qu'ils avaient ce qu'ils estimaient qui allait arriver est arrivé. C'est-à-dire que ça a fait, que du grappling quasiment, du grappling défensif et offensif pendant, 5 x 5, mais c'est du MMA. Donc, il faut qu'à un moment donné l'honnêteté sportive, reste, numéro 1 et je pense que l'UFC s'y trompe pas non plus entièrement et que quand un combattant est méritant, quand même, il arrive à un moment donné au titre. On l'a vu avec Merab aussi, qui est Ouais, pas non plus le style de combat le plus excitant, mais ils ont réussi à rendre le personnage excitant quelque part. ouais. Alors que je pense qu'au début, personne ne misait sur lui, au vu de ses Non, c'est tout clair. débuts, ses prémices à l'UFC. Comme je dis aussi, ça met longtemps aussi d'acquérir une certaine expérience. Hem, le Merab qu'on a vu au début à l'UFC n'est pas le même qu'on a aujourd'hui Ouais. et heu donc voilà, c'est la beauté de ce sport. Et j'ai dit que c'était la dernière question et si tu me permets, en fait, je viens d'y repenser. Il y en a une que j'ai pas posée justement par rapport à ça et une deuxième que je viens d'avoir donc là, je la pose direct, c'est sur, justement les petits nouveaux. Par exemple, je sais pas si tu as vu, le nouveau là, Quillan Salkild qui arrive. Est-ce que tu gardes un œil aussi sur les gars qui montent de la catégorie lightweight? Est-ce que tu essaies toujours de regarder aussi ce qui se passe, les petits nouveaux, les talents, ou est-ce que tu te concentres pour l'instant que sur l'avant? Non, il faut regarder sa catégorie de poids, il faut regarder ce qui se passe dans sa catégorie de poids, mais après je garde un œil, hem, moi je m'occupe vraiment, très peu de la partie réseaux sociaux, de la partie, je regarde beaucoup de vidéos, mais ça va être des vidéos plus de technique et encore ça me pollue des fois, ou j'aime regarder plutôt d'autres sports maintenant. Vraiment, OK. ça me fait du bien en fait de couper. Je pense que je travaille avec de très bons techniciens, et des gens qui m'apportent beaucoup de choses, donc j'essaie d'être resté déjà focus et concentré sur ce que eux m'apportent. Parce qu'au final, tu vas rarement sortir une technique que tu as vue en vidéo si, tu l'as pas travaillé avec le mec qui va te donner les détails techniques pour la mettre, en place, en tout cas à très haut niveau. Donc à très haut niveau, il faut faire de la répétition technique, sur ce que tu dois maîtriser et surtout pour pas se polluer. C'est un truc, qui m'était arrivé à un moment donné de tout trop être autiste tout le temps dedans. Hem, Aujourd'hui, je suis vraiment plus, tranquille, le MMA, je regarde, je suis, mais d'un œil,
Juste, assez pour voir un peu le ranking et ah bah tiens lui il est nouveau, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? OK, ses 2 derniers combats, bon bah ça donnait ça, bah terminé. Ouais. Après je passe à autre chose. Ouais. Et donc là, dernière question, sûr et certain, mais effectivement, de l'expérience que tu as eue, que ce soit à l'entraînement, que ce soit pendant les combats, sur tes 5 ans passés au plus haut niveau mondial, c'est quoi les plus grosses leçons que tu as retenues? Parce que, enfin, là, tu as vraiment, tu un panel là de combats contre les plus grosses légendes, d'entraînement où tu as tout testé, différentes manières et cetera. C'est quoi les plus grosses leçons que tu retiens maintenant? Bah, que voilà, s'entourer des meilleurs techniciens possibles, et bien gérer sa charge d'entraînement, bien gérer, tous les paramètres extérieurs, se focaliser sur tous les paramètres pour s'entraîner de manière dure et intelligente, dans la durée. Ça reste, le game changer, je pense. Benoît, Merci. merci beaucoup.